Bonsoir. Notre émission de ce soir est consacrée à l'histoire de 13 jeunes filles et de 135 garçons. Cette histoire se passe en 1946, tout juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Aventure 46, c'est donc le récit de l'une de ces entreprises voulues et décidées par un homme, un grand homme, en l'occurrence le député Houphouët-Boigny. Une entreprise d'ailleurs qualifiée de folle à l'époque. C'est aussi le récit de la randonnée de 148 petits nègres de Côte d'Ivoire. Et oui, au total 148 jeunes Africains qui, par un matin d'octobre 1946, se sont embarqués pour aller conquérir le fabuleux savoir dans la lointaine et mystérieuse métropole. C'était une grande première en 1946. Aujourd'hui, ils sont dans la vie active, ils sont dans la vie de tous les jours. Ils ont même créé une association appelée les Compagnons de l'Aventure 46. 44 ans après, nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux. Ils nous parlent de leur odyssée, Aventure 46. Aventure 46, il y a un adage qui nous fait observer que chacun de nous, dans son existence, a tout au plus une grande aventure. Et le secret de la vie, c'est de reproduire cette aventure le plus souvent possible. Nous nous trouvons à l'an de grâce 1946. L'événement se passe dans une colonie française, la Côte d'Ivoire. Le jeune député de ce pays, représentant son pays dans l'Assemblée nationale française, a décidé, contre le pouvoir colonial, d'envoyer un contingent assez nombreux d'élèves ivoiriens étudier en France. Vous comprenez que c'était une véritable aventure à cette époque-là. Et cette aventure se déroulait en 1946. Donc, aventure 1946. Il faut ajouter et souligner aussi que le navire qui a amené ces écoliers boursiers vers la France, le premier navire, un navire de guerre qui est parti d'Abidjan le 22 octobre 1946 pour Dakar, s'appelait de façon prémonitoire l'aventure F-707. C'était un aviso escorteur. Aventure 46, c'est donc l'histoire de cet acte qui a été posé en 1946 par le jeune député Félix Houphouët-Boigny. L'aventure, c'était une frégate de guerre qui s'appelait Frégate l'Aventure. Donc c'était un bateau de guerre qui avait été transformé après la guerre en paquebot de transport. Enfin, c'était d'ailleurs un bateau de guerre puisqu'il y avait encore les installations militaires pour transporter les militaires. À l'intérieur, c'était des lits superposés et on a voyagé pratiquement en sous-sol, dans le spar-deck. Donc c'était purement militaire. Alors qu'est-ce qui a motivé les autorités de l'époque à envoyer ces élèves en France? Il peut y avoir certainement beaucoup de raisons, mais à mon avis, la raison principale est due à la conjoncture politique de l'époque. Vous savez que en 1944, il y avait eu la conférence de Brazzaville et au cours de cette conférence, le général de Gaulle avait laissé entendre que les Africains géraient désormais leurs propres affaires. En tout cas, c'était la mission de la France, comme il avait dit. La mission de la France était de faire en sorte
que les Africains puissent gérer un jour leurs propres affaires politiques. Donc, dans cette atmosphère un peu, disons, révolutionnaire à l'époque, il y avait une seule initiative, c'est celle que, à l'époque, Houphouët-Boigny avait entrepris dans les années 44-45 de faire construire un lycée en Côte d'Ivoire, à savoir un établissement d'enseignement secondaire. Et je me rappelle, j'étais à l'époque à Bingerville, et des débats assez durs s'instauraient entre les professeurs. Il y en a qui disaient, oui, mais ces médecins, ils veulent qu'on construise un lycée. Est-ce qu'on est capable, nous, Africains, de construire un lycée? C'est pas possible. Alors, il avait vu à l'époque quand même les médecins, l'élite intellectuelle, et puis certains chefs quand même dans la région Agni, et d'Abangourou et autres, qui étaient sensibles à son argumentation. Mais au niveau de l'élite même, c'est-à-dire les professeurs qui nous enseignaient, les instituteurs à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient pour cette idée. Ils étaient convaincus que ça n'arriverait pas. Moi, j'ai assisté à un débat comme ça entre un de mes professeurs qui est mort maintenant, et qui disait à Émile Nanou, qui était un instituteur, un Agni, qui disait à Nanou, mon cher ami, si vous arrivez à faire un lycée en Côte d'Ivoire, je vous donne ma tête à couper. Alors, il faut dire que ça, c'était les Africains qui parlaient entre eux, l'élite même qui n'était pas convaincue qu'on pouvait faire un lycée. Donc, dans cette atmosphère, lui, son génie a été de dire, bon, ben, peut-être qu'on ne va pas faire un lycée. Si je demande à mes compatriotes de cotiser pour créer un lycée, peut-être ils ne pourront pas. Mais il faut aller plus vite. Il faut tenter d'envoyer des jeunes enfants en France pour assurer demain la relève, puisque c'est nous qui allons gérer nos propres affaires. Je crois que c'est ainsi l'idée de départ. Et à l'époque, il y a eu un peu de critique. Les gens voulaient des personnes d'âge mûr, en disant, bon, si tu veux que les gens viennent pour eux, il faut pas des jeunes gens trop... Il y avait des jeunes gens, 16, 17 ans, c'est trop jeune. À l'époque, les bannis et autres, là, on était tous à peu près comme ça. On n'avait pas 25 ans. Bon, mais n'empêche, il a dit non, il faut envoyer des jeunes gens, ils vont entrer dans les écoles françaises, ils vont se frotter aux Français et ils sortiront des écoles au même titre que les Français. Alors, c'est son idée qui a prévalu, mais la chance aussi qu'il a eue, c'est de tomber sur quelqu'un comme Latry, qui était gouverneur, parce que même s'il avait voulu à l'époque, si le gouverneur n'a pas été d'accord, rien n'aurait été fait. Donc la chance qu'il a eue aussi, c'est de trouver un monsieur qui comprenne ce qu'il voulait, c'est-à-dire le gouverneur André Latry, donc qui a participé à l'organisation de l'envoi des premiers élèves en France. En 1946, la Côte d'Ivoire ne comptait comme établissement secondaire que l'école primaire supérieure de Bingerville. On y entrait après un concours au niveau du CM2. Il n'y avait pas donc de lycée. Et le président Houphouët-Boigny, le député alors, Houphouët-Boigny, a décidé que les élèves ivoiriens puissent continuer leurs études au-delà de l'EPS, puissent faire mieux que eux, nos pères et nos aînés, ont pu faire. Et voilà pourquoi il a décidé, contre le pouvoir colonial, d'envoyer des élèves ivoiriens étudier en France. Et je dis bien contre le pouvoir colonial, parce que les démarches ont été ardues. Les pots de banane, pouvons-on dire, des colons ont été nombreuses. Le président Denise a dû faire des voyages à Dakar auprès du gouvernement général de la UEF et jusqu'au ministère de la France d'Outre-mer à Paris pour arracher cette décision de départ grâce à l'appui du gouverneur Latry. Vous connaissez l'histoire. Latry, qui était à l'époque gouverneur de la Côte d'Ivoire, a vraiment favorisé notre départ et cela lui a coûté d'ailleurs sa carrière. Sa carrière a été abrégée, a été arrêtée parce qu'il a osé signer ce fameux arrêté qui a autorisé notre départ en France. Sur quels critères l'on s'est basé pour le choix des élèves?
Ah, le problème des critères. Il a été beaucoup discuté justement à l'époque. Le principe était que les directeurs d'école envoyaient le nom de leurs meilleurs élèves. De façon générale, je parle de cela parce que les plus nombreux parmi nous ont été ceux qui sortaient du CM2, qui avaient passé le concours d'entrée à l'EPS de Bingerville. Donc les directeurs d'école étaient conviés à envoyer le nom de leurs meilleurs élèves. Mais bien vite, la chose ne s'est pas arrêtée là. Il y a eu les meilleurs élèves, bien sûr, mais il y a eu aussi les élèves dont les parents avaient quelque influence. Enfin, vous me comprenez, il n'y a pas eu de critères précis. Mais je dois dire tout de suite que ce manque, entre guillemets, de critères n'a pas été préjudiciable, puisque je peux dire de façon catégorique que notre succès avoisine de très près un pourcentage complet de 100%. En ce qui me concerne, moi j'étais en vacances chez moi, à Odiéné là-bas. Vous savez, à l'époque, ce n'était pas la route goudronnée. Hein. Il fallait beaucoup de gymnastique pour arriver ici. Il fallait arriver jusqu'à Ferké, au moins prendre le train. Et mon père avait demandé que je vienne. Il avait écrit donc au gouverneur, il a envoyé un télégramme au gouverneur qu'il me proposait pour aller en France. Mais il avait les moyens parce que c'était un commerçant assez aisé. Et le gouverneur avait répondu, j'ai le télégramme ici, le gouverneur a répondu favorablement de faire une visite médicale et de me mettre en route pour Abidjan. Et j'ai dû faire ça à pied d'Odiéné à Boundiali parce qu'il n'y avait pas d'occasion, il n'y avait rien. On m'a fait accompagner par 2 gardes cercles avec un porteur qui portait mes bagages et on a marché à pied de village en village, on chargeait le porteur et je suis arrivé jusqu'à Boundiali où on a trouvé une benne qui nous a amenés jusqu'à Ferké et c'est là que j'ai pris le train pour arriver à Abidjan. Et quand je suis arrivé à Abidjan, c'est pour ça que je suis compagnon de l'aventure sans être monté dans l'aventure, parce que quand je suis arrivé, l'aventure était déjà partie. Alors, je me suis débattu à gauche, à droite, et avec le télégramme du gouverneur, disant qu'il fallait que je parte, j'ai été au palais, et il a fait un ordre de mission que j'ai ici, en me mettant en route pour aller en France et poursuivre mes études. Et c'est grâce à ça que j'ai pu prendre un avion DC-3 à l'époque qui était très brillant, c'était pas pressurisé. Je suis arrivé à Dakar complètement abasourdi et il y avait un ami à mon père qui m'a reçu là-bas et j'ai trouvé les autres qui étaient à Dakar, qui étaient déjà arrivés et qui étaient au camp de Tcharogne. Il y a eu des critères différents. Il y en a parmi nous qui étaient déjà à Bingerville, d'autres étaient dans des institutions. Et puis d'autres venaient à peine de passer le certificat d'études. C'est mon cas. Je venais de passer le certificat d'études et il se trouvait que j'étais la première d'Abidjan. Et c'est à ce titre-là, c'est ce critère-là que j'ai été choisie pour faire partie des compagnons de l'aventure. En 1946, à l'époque où la nouvelle de ce départ avait été annoncée, j'étais déjà moi-même à l'école primaire supérieure de Bingerville. Et comme la sélection avait été confiée au directeur et maître d'école, naturellement, je n'aime pas beaucoup parler de moi-même, mais j'ai tout de suite compris qu'il était impossible de choisir quelqu'un d'autre sans m'avoir choisi. À cette époque-là, je n'ai jamais connu d'autre place en classe que la première. Voilà, c'est la raison. Au moment où on avait décidé d'envoyer les jeunes en France, c'était une période de vacances. Nous étions en vacances, et alors on a pris tous ceux qui se trouvaient sur place, d'une part. Pour les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui entraient en 6e, le problème ne se posait pas. On avait pris la liste des admis et on les a convoqués. Les administrateurs étaient chargés de les rassembler. Mais pour ceux qui étaient, par exemple, à Bingerville ou dans les écoles normales, on a pris ceux qui étaient en vacances sur place. Mais les parents, en principe, n'ont joué aucun rôle. C'était une époque, il faut dire, où ce que nous appelons maintenant couloir n'existait pratiquement pas.
46, de tout petits Ivoiriens sont donc partis à l'aventure, à la recherche du savoir. Ils sont partis, filles et garçons, vers l'horizon d'un pays lointain. Ils étaient tristes, mais le voyage était vraiment enthousiasmant. À l'annonce du voyage, qu'avez-vous ressenti? Eh bien, j'ai tout de suite ressenti cette occasion qui nous a été donnée de côtoyer ceux que nous considérions jusque-là comme les détenteurs de la connaissance. Nous avions à l'école primaire supérieure de Belgerville où nous étions des professeurs français. Des professeurs français qui, en somme, avaient la compétence pour enseigner dans les établissements secondaires et que, à notre âge, nous étions des adolescents. Nous considérions déjà comme des savants, n'est-ce pas? On les considérait comme des savants. Alors nous étions tout heureux de pouvoir rencontrer toute la population de savants n'est-ce pas? Qui se trouve dans les établissements là-bas. Voilà. Et vous n'avez pas peur? Eh bien non, naturellement, nous avons vu partir des soldats. Par exemple, mon frère aîné, juste quelques mois avant que je n'entre au cours préparatoire première année, était parti comme soldat, n'est-ce pas, dans la Deuxième Guerre mondiale, pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous avons rencontré des soldats, des anciens combattants qui nous ont parlé de la France. Et en particulier, ils ont insisté sur le froid, n'est-ce pas? Sous ce rapport, je pourrais même vous raconter une anecdote. Je crois qu'une personne d'un certain âge avait pensé qu'étant donné qu'il faisait froid, il faudrait peut-être qu'on mette dans nos bagages un peu de piment écrasé pour avoir chaud aux mains et aux pieds. Mais lorsque nous sommes arrivés là-bas, nous nous sommes aperçus que le froid lui-même piquait autant que le piment. Donc nous n'avons pas pu utiliser cette thérapeutique, ce moyen de protection. Vous savez que l'embarquement à cette époque-là avait lieu à Port-Boué, n'est-ce pas? Le canal de Bridie n'existait pas, les bateaux arrivaient au wharf de Port-Boué et on nous a donc transféré, n'est-ce pas, des baleinières dans le bateau. Au moment où on nous avait rassemblés à Abidjan, on avait rencontré certaines difficultés à nous embarquer sur un paquebot. Il a semblé que par la volonté peut-être de l'administration coloniale qui s'opposait un peu à cette initiative, eh bien, les paquebots en provenance de l'Afrique équatoriale passaient au large d'Abidjan, ne s'arrêtaient pas pour éviter de nous prendre. Et effectivement, nous sommes arrivés en retard dans nos classes là-bas en France. Eh bien, pour en somme franchir cet obstacle, le député, n'est-ce pas, Oufoué, qui était à l'origine de cette action, a dû demander au gouverneur, nous ignorons le détail des démarches qu'il a dû faire, n'est-ce pas? Il a dû demander et obtenir un bateau de guerre. Et c'est ce bateau de guerre, un escorteur qui s'appelait la frégate L'Aventure, n'est-ce pas, qui nous a transportés de Port-Boué à Dakar. Alors à Dakar, nous avons été transbordés sur un paquebot, le Medi 2,
n'est-ce pas? Et 8 jours après, nous arrivions à Marseille avec une escale à Casablanca. À ce niveau, j'aurais une anecdote peut-être aussi, si vous le souhaitez. Un de nos camarades, n'est-ce pas, compagnons, avait fait quelques emplettes à Casablanca, n'est-ce pas? Il avait acheté une belle montre, un bon prix, n'est-ce pas? Et lorsqu'il est arrivé sur le bateau et qu'il a voulu déballer son paquet, il a trouvé à la place de la montre un bouchon métallique, n'est-ce pas? À la place de la montre. Tout simplement la prestidigitation, n'est-ce pas, de son vendeur a fait qu'il s'est retrouvé avec un bouchon métallique à la place de sa montre. Et vous n'avez pas eu le mal de mer en voyageant Alors, je suis né dans un village de pêcheurs, mais pêcheurs sur la lagune. Hein. Mais je connaissais donc la tenue en pirogue. Ouais, la dimension de la pirogue permettait quand même d'acquérir un certain sens de l'équilibre, obligeait à acquérir un certain sens de l'équilibre, même si les vagues de la lagune ne ressemblent à rien à celles de l'océan. Alors, si bien que je ne me rappelle pas avoir eu vraiment le mal de mer. Et l'ambiance dans le bateau entre compagnons? Ah oui, l'ambiance était au beau fixe, hein, vous savez. Nous venions de faire connaissance à Abidjan et maintenant nous avions l'occasion de faire plus connaissance avec nos amis de la Haute-Volta, Burkina Faso, n'est-ce pas? Car à l'époque nous étions tous partis ensemble, n'est-ce pas, au nombre de 148, dont 13 jeunes filles. Et avec les marins aussi, nous avons eu de très bonnes relations. C'était la première fois que je prenais un avion. Et quel avion? Alors, j'étais complètement abruti, il faut dire. Bon, après j'ai pris le bateau. Pendant toute la traversée, j'ai eu le mal de mer. J'ai passé mon temps à vomir. Donc franchement, bon, je voyais, il y avait beaucoup de remue-ménage. Il y en a qui prenaient ça bien. Mais moi, franchement, j'ai fait un voyage houleux. Oui, houleux, c'est le cas de le dire, parce qu'on était balancés. Et comme c'est la première fois aussi que je prenais le bateau, alors vous savez, moi je viens de là-haut, là-bas, il n'y a pas de mer. Alors, par conséquent, j'ai senti ça très durement. Donc, arrivé à Marseille, quand même, l'atmosphère était bien, parce qu'il y en a qui s'amusaient, il y en a qui ne sentaient pas le mal de mer. Ça chahutait, ça dansait, il y en a qui avaient des mandolines, ils jouaient. Bon, mais moi j'étais couché tout le temps. Hein. Vous arrivez à Marseille. Et comment s'est faite la répartition des élèves? Nous sommes arrivés à Marseille, je crois qu'on a débarqué au petit matin. D'abord, il faisait froid pour nous. C'était l'automne, mais cette année-là, l'hiver a été un peu précoce. Parce qu'il faisait très froid, en tout cas pour nous. Et notre chance est que nous avons été bien accueillis à Marseille, parce qu'il y avait un comité d'accueil qui était composé de Gwenzen Koulibaly, qui avait été dépêché par le président pour nous accueillir à Marseille. Il y avait M. Kwasi Kwadjo, le père de Afin Kwasi, qui était là. Il y avait le docteur Salomon, qui était à l'époque médecin du président, et qui l'avait envoyé également pour s'occuper de nous. Il y avait Léon Robert, qui pendant presque tous nos séjours en Europe a été vraiment notre père. Il s'est substitué à toutes les familles et il a fait le maximum pour tous les élèves. Et il y avait également André Chouchaï, qui était un instituteur français, qui était à l'école régionale d'ici et qui faisait partie du comité d'accueil. C'est eux qui avaient d'ailleurs fait les présélections, je crois, et puis ensuite qui avaient procédé à l'envoi des gens qui étaient partis ensuite à l'avance pour accueillir les élèves là-bas. Donc, arrivé à Marseille, on n'avait pas eu de problème particulier parce que on nous a envoyé à la Croix-Rouge qui nous a habillés et on mangeait ensemble. Après, on nous a mis dans des hôtels et au bout de quelques jours, nous avons été répartis dans différentes villes françaises, surtout dans le midi de la France où le climat était plus clément.
Mais cette année-là, je dois dire que le climat n'a pas été clément pour nous, parce que c'était une année spéciale. Quand nous sommes arrivés, moi j'étais à Béziers avec 10 autres, Boguina, Kramani, Assi Nguessan, Bilé. On était une dizaine. Donc, Ivoiriens qui étaient affectés au lycée Henri IV de Béziers. Et cette année-là, l'hiver a été très rude. Il avait neigé. Il y avait près de 10 à 15, 20 cm de neige. Donc nous avons été vraiment accueillis par le froid, auquel nous n'étions pas habitués. Mais il faut dire qu'à l'époque, on n'a pas senti toutes ces difficultés, parce que les Français nous avaient bien accueillis. Bien sûr, il y avait le choc. D'abord, il faut dire qu'à ce moment-là, les Noirs ne couraient pas les rues. Hein. On ne rencontrait pas des Noirs partout. Donc quand nous sommes venus, 10 Africains au lycée de Béziers, alors ça faisait du bruit dans la ville. On dit, ah, il y a des Africains. Il y en a qui disaient, ah, ils sont mignons, ils sont ceci. On venait nous toucher les cheveux, ah, ça c'est de la laine, mais vraiment, ils ont la chance, ils ne doivent pas avoir froid, etc., etc. Bon, mais en fait, tout ça, ça me paraissait sympathique. Mais au lycée même, on n'a pas eu, en tout cas moi, je n'ai pas eu de problème particulier. C'était plutôt très sympathique. Je dois vous confesser que lorsque nous sommes arrivés à Marseille, que nous avons vu des porteurs blancs qui nous prenaient nos bagages, ça nous a paru quand même assez curieux, assez surprenant. Nous n'imaginions pas qu'en France, c'était des Blancs qui faisaient le travail que nous avions l'habitude de voir faire ici chez nous. Et ça a été, si vous voulez, un premier choc. Dans un premier temps, nous étions donc dans un château, et vous savez que c'était tout de suite après la guerre, donc en attendant de nous amener dans nos établissements respectifs, nous avons été logés à Marseille. Et dans ce château, nous étions servis par des prisonniers allemands, vous savez. Et nous avons passé une dizaine de jours dans ce château. Après, pour ce qui concerne les filles, nous avons été dirigés sur le collège Villeneuve-sur-Lot. Parce que M. Léon Robert, qui nous avait choisi cet établissement, pensait que dans cette région, il faisait moins froid et que par conséquent, nous serions bien dans cet établissement-là. Et c'est ainsi que nous avons été dirigés sur le collège de jeunes filles de Villeneuve-sur-Lot. J'ai donc commencé le secondaire à Villeneuve-sur-Lot. Je dois dire que lorsque nous sommes arrivés, nous avons quand même eu le choc culturel. Et ce choc se situe à plusieurs niveaux. D'abord sur le plan de l'environnement, sur le plan de l'alimentation, sur le plan vestimentaire et ensuite sur le plan purement culturel. Les habitudes n'étant pas les mêmes et n'ayant pas connu d'hiver, en tout cas les 4 saisons que nous avons eu à connaître en France, vous comprenez bien que nous étions un tout petit peu, je ne dirais pas désaxés, mais nous étions un peu surpris de voir tout ce que nous ne connaissions pas avant. Et ma foi, petit à petit, il nous a fallu nous adapter à notre nouvelle vie. Et c'était une période d'adaptation assez enrichissante pour nous. Par exemple, nous ne connaissions pas ce que c'était qu'un édredon pour se protéger du froid au lit. Ben, nous l'avons découvert à nos dépens parce que lorsque, pour la première fois, nous sommes allés au lit, il y avait donc l'édredon sur le lit et au lieu de nous mettre entre les draps et l'édredon, nous nous sommes carrément couchés sur l'édredon, avec l'édredon sur nous. Il a fallu que les surveillantes du collège viennent et fassent le tour dans les dortoirs pour voir comment est-ce que nous étions couchés, si nous étions couchés convenablement. Vous voyez, des petites anecdotes comme ça nous ont quand même fait découvrir notre différence. Et en classe, quelles sont vos relations avec les petits blancs? Eh bien, nos petites camarades étaient très curieuses, bien sûr, de nous voir. Elles nous posaient toutes sortes de questions. Je crois que c'était la première fois aussi qu'elles découvraient comme ça 10 petites jeunes filles noires dans un établissement. Ça faisait quand même tâche, non?
Et leur première surprise était nos cheveux. Nous avions les cheveux frisés et elle s'amusait à les toucher. Elle les trouvait très doux, très souples. Et bon, elle s'amusait comme ça avec nos cheveux. Il faut dire que certaines d'entre nous avaient l'habitude de se tresser. Et elle découvrait donc les tresses pour la première fois. C'était pour elle aussi quelque chose d'amusant que de voir les Africaines tressées avec des petites nattes ou tressées au fil. C'était quelque chose d'assez amusant. Vous étiez une dizaine. Citez le nom de quelques femmes. Oui, nous étions une dizaine. Il y avait parmi nous des jeunes filles qui venaient de la Haute-Côte d'Ivoire à l'époque. Vous savez que la Côte d'Ivoire et la Haute-Côte d'Ivoire faisaient un seul et même territoire. Donc nous avions des jeunes filles qui venaient de la Haute-Côte d'Ivoire. Je me souviens en particulier de Fatoumata Agofo, qui est actuellement professeure de pharmacie, qui elle est restée en France. Elle s'est mariée en France, elle est restée en France. Nous avions parmi nous Émilie Daffé, Marcel Oignet. Nous avions également Marie-Thérèse Brou, bien sûr, l'épouse du président de la République, Madame Houphouët-Boigny. Nous avions également avec nous Georgette Combary, Marie-Thérèse Sangaré et d'autres jeunes filles qui sont restées soit au Burkina Faso maintenant, ou alors soit en Europe. Pour ce qui me concerne, j'étais envoyé à Bayonne, dans le sud-ouest de la France, avec deux autres camarades, dont Auguste Dobré, que vous connaissez bien, et Marcel Anoma, qui est également médecin psychiatre. Nous nous sommes trouvés à Bayonne. On arrivait là, on nous attendait au lycée. Nous sommes arrivés. Mais c'était comme une curiosité parce que c'était pratiquement la première fois qu'on voyait plusieurs petits noirs comme ça à la fois. Et à telle enseigne, par exemple, il y a une petite anecdote. Le maire de la ville de Bayonne, le docteur Delay, qui était le père du professeur Delay de l'Académie française, était surpris de me voir dans la rue. Alors il s'est écrié, bientôt on nous envoyait des enfants avec du biberon dans l'armée. Ils croyaient que nous étions des soldats. Elle dit non, moi je ne suis pas militaire, je suis au lycée. Dit, ah bon? Et c'est ainsi qu'il nous a mis en rapport avec son assistante sociale et qu'on nous donne du chocolat. Ouais. Pour conclure, je dirais que nous avons été très bien accueillis. Très bien accueillis. Et par nos camarades élèves, et par les professeurs, et puis surtout par les parents d'élèves. Ce qui nous a le plus frappé tout en arrivant, c'est de constater que tous les travaux, n'est-ce pas, le balayage des rues, n'est-ce pas, le service dans les restaurants, etc., tout cela était fait par des blancs, n'est-ce pas, des hommes blancs et des femmes blanches. On était tous surpris. On a cru que le blanc ne pouvait donner que des ordres et faire travailler l'Africain, n'est-ce pas. Ça nous a frappé. À ce moment-là, nous avons commencé à sentir que l'homme était l'homme, n'est-ce pas, et où qu'il soit, il y aura ceux qui feront certaines tâches et ceux qui en feront d'autres, n'est-ce pas. Nous étions tous internes dans les lycées et collèges où on nous avait mis, n'est-ce pas. Je ne sais pas si les élèves ici ont l'habitude aussi, dans les internats, d'appeler les surveillants des pions. Je crois que c'est un terme générique, n'est-ce pas. Donc, nos pions étaient très gentils. Nous avions des professeurs qui, malgré, n'est-ce pas, la somme de connaissances, n'est-ce pas, qu'ils avaient, étaient très simples avec nous, n'est-ce pas, avec des relations humaines très simples avec nous. Ceci nous a frappés également. Nous avions toujours pensé que le savant, celui qui avait le plus de connaissances, devait être absolument distant, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait l'inverse, n'est-ce pas? Nous avons vu que la modestie sied aux savants, n'est-ce pas? Nous avions déjà commencé à comprendre cela. Nous avons tout de suite eu des camarades, n'est-ce pas? D'abord par curiosité, n'est-ce pas? Ils étaient tout heureux de nous approcher et de voir enfin des jeunes noirs, parce qu'ils ont vu surtout des soldats noirs. Et ils étaient heureux maintenant de pouvoir côtoyer
des jeunes noirs, eh bien, ils nous invitaient, puisque nous étions à l'internat, eh bien, le dimanche, ils nous invitaient dans leur propre famille, n'est-ce pas? Et je me rappelle, et là encore, j'ai eu beaucoup de chance. Celui qui m'amenait dans sa famille et qui était protestant comme moi, celui-là, il est remarquable. Il était premier en latin, premier en grec, premier en mathématiques, premier en physique, premier en chimie, il était premier en tout. Et je n'ai pas été surpris quand je l'ai rencontré adulte de savoir qu'il était devenu ingénieur chimiste là où on fabrique les sous-marins atomiques. Et vous, l'expérience a toujours continué? Vous avez été toujours si brillant? Eh bien, naturellement, nous avions un défi, n'est-ce pas? Le fait de nous avoir envoyés là, n'est-ce pas, était une expérience princeps qui devait absolument réussir. C'était une première, donc cette expérience devait réussir. Alors, nous avons de notre côté fait tout ce qu'il faut pour que ça réussisse. Naturellement, il y avait celui-là qu'on ne pouvait pas dépasser, hein, mais nous avons fait le maximum, nous aussi, et nos professeurs étaient tous surpris de constater que les jeunes noirs aimaient travailler, étaient persévérants, n'est-ce pas? Et ils n'hésitaient pas à nous classer correctement. En Afrique, à cette époque, on avait très peu de contact avec le colonisateur blanc. C'est ça. Bon, on avait des maîtres français, on les rencontrait à l'école. On n'avait pas de rapport particulier. Mais arrivé là, on a été agréablement surpris par le comportement des Français. Et nous tous, on disait, ah oui, les Français de France, vraiment, c'est pas la même chose que les colons. Ces gens-là, c'est tout à fait différent. Effectivement, c'était tout à fait différent. À part l'école, quelles étaient vos activités en vacances? Est-ce que vous avez eu des activités politiques? Est-ce que vous avez milité? Eh bien, d'abord les activités de vacances, n'est-ce pas? En réalité, nous n'avons pas été vraiment coupés du pays. Et en tant que boursiers, tous les 2 ans, la Côte d'Ivoire faisait un effort pour nous faire rentrer ici au pays. Et les années où nous ne rentrions pas, nous allions en colonie de vacances. Les colonies de vacances étaient organisées dans tel ou tel établissement, n'est-ce pas, dans tel ou tel lycée pendant les vacances, parce que les internats étaient libres, par des responsables du ministère de la France d'Outre-mer. Là aussi, je dois citer un nom, M. Leroux, n'est-ce pas, c'était M. Leroux qui était chargé d'organiser ces colonies de vacances. Mais à l'intérieur de la colonie, on désignait toujours un des nôtres comme responsable. Alors, je me rappelle avoir été désigné une fois comme responsable au camp d'Amélie-les-Bains. Dans ce camp, s'est révélé notre regretté Zobo Sylvain comme animateur culturel. Parce que nous organisions des soirées théâtrales, nous avions des équipes de football, n'est-ce pas? On faisait du sport et on organisait des soirées culturelles. Et il était chargé, n'est-ce pas, d'animer les soirées culturelles et il réussissait vraiment très bien. Et toute la ville venait admirer nos scénettes, et nos danses, n'est-ce pas? Je crois que sa vocation était déjà là, n'est-ce pas? Côté politique, qu'avez-vous fait? Eh bien, nous avions
à l'époque, nous ne faisions au départ, n'est-ce pas, que la politique de nos représentants du PDCI-RDA. Ils étaient soit députés au Palais Bourbon, soit membres du Conseil de l'Union française. Etc. Et nous allions pendant les congés scolaires et pendant les vacances chez eux, à la maison. N'est-ce pas? C'était eux qui nous informaient de tout ce qui se passait ici. Et nous ne suivions que, en somme, ce qu'ils faisaient, eux. Puisque nous avions parfaitement le sentiment qu'ils savaient pourquoi ils nous avaient amenés là, n'est-ce pas? Et je crois que l'expression qui vient le plus souvent sur les lèvres, c'est l'expression de relève. C'était pour la relève qu'ils nous avaient envoyés là-bas, n'est-ce pas? Mais il ne fallait pas, et c'est ce que nous avons fait, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas compris cette relève comme étant forcément une relève politique, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous ont préféré mettre l'accent sur l'acquisition des connaissances qui permettent, n'est-ce pas, une position plutôt technocratique. Voilà. La plupart ont essayé, n'est-ce pas, d'accéder à des positions technocratiques. Eh bien, quelques-uns d'entre nous ont été ensuite appelés, n'est-ce pas, à participer, n'est-ce pas, aux activités politiques, soit comme ministre, vous en connaissez, n'est-ce pas? Je peux vous citer des noms, les compagnons ministres, Kei Boguinard, le ministre Kei Boguinard, ministre d'État, le ministre Jean Konambani, ministre de la Défense, l'ex-ministre Loi Diomandé, etc. Nous en avons eu, n'est-ce pas? Et puis, un autre qui s'intéresse à la vie publique, qui est impliqué dans la vie publique et qui ne fait pas la politique en tant que telle, mais qui est dans l'organisation politique et qui doit informer des activités politiques, un des vôtres, Louis Diomandé. Louis Diomandé, Joseph Diomandé. Pour nous, c'était Louis Diomandé, c'était même Loulou Diomandé. Et durant votre séjour en France, quels sont les événements qui vous ont le plus marqué, et sur le plan scolaire et sur le plan politique? Sur le plan scolaire, mon Dieu, à proprement parler, il n'y a pas eu beaucoup d'événements. Nous travaillons bien, ça il faut le dire, ce n'est pas se jeter des fleurs. Nous travaillons bien parce que nous avions une conscience infuse que nous étions là pour quelque chose. Nous étions là pour quelque chose et que la famille attend quelque chose de nous. Surtout avant le départ, le député Oufouette avait fait une déclaration disant que nous envoyons les jeunes en France pour qu'ils reviennent administrer, conduire les affaires du pays. Et nous étions partis comme ça, avec une certaine conscience, je répète bien diffuse, parce que nous ne l'avons pas clairement, d'être là comme des missionnaires, comme des ambassadeurs. Et on était très fiers, on travaillait beaucoup. Et puis on s'entraidait beaucoup. Et cela nous a beaucoup facilité la tâche également. Et c'est bien que les événements qui auraient pu nous marquer, personnellement, ça a été surtout les événements qui se déroulaient en Côte d'Ivoire même, dans les années 48. Parce que j'étais très sensible à tout ce qui se passait ici. Il faut dire aussi qu'il y a Léon Robert qui était pour quelque chose. Léon Robert, il nous informait régulièrement de ce qui se passait ici. Et alors, de France, nous avons vécu les événements de 48, peut-être même avec plus d'intensité émotionnelle que nos camarades d'âge qui se trouvaient sur place en Côte d'Ivoire. Essayez d'évoquer un fait. Par exemple, cet événement de coup de fusil du 6 février 48, les emprisonnements des dirigeants à Bassam, voyez-vous, et nous connaissions pratiquement par cœur le nom de tout ce monde, alors qu'effectivement nous ne connaissons pas la plupart des personnes arrêtées. Par exemple, Moquet, j'ai entendu parler de Moquet, je ne le connaissais pas. Bon, Éclamathieu, je ne le connaissais pas. Paraïso, je ne le connaissais pas. Il y avait une vieille femme, je crois, de Séguéla qu'on appelait Mamba Bakayoko. On ne les connaissait pas, mais nous avions leur nom. Il y avait Zorobitra, n'est-ce pas? Et quand nous nous réunissions, nous parlons de tout cela, mais avec passion et avec affection. Voyez? Nous adhérions profondément à tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Ça vibrait. Précocement peut-être, nous étions
politisé. En France, est-ce que vous avez milité dans un parti? Personnellement, j'ai beaucoup milité, mais je n'ai jamais milité dans un parti. Parce que j'étais à l'époque déjà pratiquement membre du RDA. Et alors, le RDA avait des alliances en France. Eh bien, c'est dans ce cadre-là que, personnellement, j'ai milité. Mais je ne suis jamais entré, je n'ai jamais pris la carte d'un parti. Pour une toute simple raison que j'étais très nationaliste. Et même des amis qui m'ont demandé un jour de prendre la carte du parti PC, je leur ai répondu non. Que je suis d'un pays colonisé, que tôt ou tard, je dois me libérer et ça pourra se faire peut-être par les armes. Il ne faudrait pas que je fasse des sentiments à ce moment-là face à mon camarade de parti de l'autre côté. Et je n'ai jamais pris de carte de parti. Beaucoup, enfin tous ceux qui me fréquentaient, que je fréquentais, n'ont jamais pris de carte de parti. Ils ont milité. Et nous avons milité aussi dans des organisations dites progressistes. Par exemple, il y avait une organisation qui militait beaucoup pour la défense des condamnés de Bassam. Eh bien là aussi, on a milité beaucoup. On allait par exemple faire des conférences, haranguer les ouvriers chez Renault ou bien Citroën pour recueillir des fonds qui permettaient au secours populaire d'aider les avocats qui venaient plaider pour les condamnés en Côte d'Ivoire. Ouais. Là, nous avons milité. Il y avait un mouvement antiraciste qu'on appelait le MARAP. Là aussi, nous avons milité beaucoup. Et là même, j'ai même fait partie du bureau à un moment donné. Mais d'un parti politique, ça, je me suis toujours gardé toujours mes distances. Et on était des étudiants militants, au sens propre du mot. Parce que d'abord, on était des étudiants coloniaux. On n'avait pas le même problème que les Français. Donc, nous étions en train de revendiquer tous les jours notre identité nationale. Et d'autant plus qu'il y avait la guerre d'Indochine, qui était une guerre contre la France, une guerre de libération. Ensuite, il y a eu la guerre d'Algérie, qui nous a profondément marqués. Et nous passions le clair de notre temps à faire des marches, à faire des meetings de soutien, de protestation contre la colonisation. Dans cette atmosphère très, disons, très mouvementée, les associations d'étudiants que nous parrainions à l'époque étaient très actives. Alors, il y avait bien sûr les associations corporatives, comme l'association des étudiants de Côte d'Ivoire, etc., etc., mais il y avait des associations de caractère politique. Telles que l'association des étudiants du RDA, dont nous étions à l'époque. J'étais au comité de rédaction du journal, avec Yassé Ignace, avec Bruno Claver, et avec le professeur Angaté. Et à l'époque, nous écrivions beaucoup. On a écrit, bien sûr, des bêtises, mais on a écrit aussi des choses justes. Et à l'époque, nous étions un peu en déphasage avec nos aînés. Parce que nous demandions l'indépendance, et tout de suite, et nous pensions, on était convaincus à l'époque, que pour avoir l'indépendance, il fallait se battre, les armes à la main. Donc nous avions des multitudes d'associations secrètes, semi-secrètes, avec des réunions à n'en plus finir. On passait des nuits entières. Et je vais vous raconter une histoire très amusante. On avait des aînés, des Sénégalais, qui étaient un peu après les Senghor à l'université et qui étaient nos aînés, pour dire comment on était vraiment passionnés. Et un jour, ils se réunissent dans un café à la rue Monge et disent ah, voilà, écoutez, il faut qu'on passe à l'action. Vous savez, on était à Paris, on n'avait rien en Afrique, hein, et puis on s'est réunis comme ça. On dit bon, ben, il faut choisir un d'entre nous pour aller descendre Senghor, parce que ce sont ces gens-là qui font la politique coloniale de la France. Donc il faut le liquider. On dit bon, on va tirer au sort. Puisque personne n'a envie de... personne ne se désigne. Alors, sur le tir au sort, et puis ça tombe sur et dit ah oui, mais écoutez, moi je ne veux pas faire ce truc-là parce que
Moi, je suis venu pour faire des études. Il faut que je finisse mes études. Alors, si je tue ces messieurs-là qu'on me met en prison, mes études, ça va finir. Alors, c'est pour sauver l'Afrique. Tout ça, alors, vous voyez, c'était fini par une sorte de... C'était très amusant à l'époque, mais on était passionnés. Et donc, au sein de la FEANF, dont nous avons été parmi les créateurs, à la Maison des Lettres, à l'époque, en 1950, et également, les associations d'étudiants corporatives étaient pratiquement politisées. Et nous nous sommes battus au niveau des étudiants de Côte d'Ivoire pour éviter la politisation de ces associations en disant ceux qui veulent faire de la politique, ils peuvent entrer dans des associations à base politique comme les étudiants du RDA. Et à l'époque, il y avait les étudiants du RDA, il y avait des étudiants à tendance anarchiste qui étaient le GAREP, qui s'appelait le groupe d'études économiques et politiques africain. Et à l'époque, moi-même j'étais parmi ces groupes. Et puis, voyant les tendances qui ne me plaisaient pas tellement, je pensais qu'on faisait beaucoup plus de discours que d'actions. Et je suis revenu aux étudiants du RDA. Bon, ça fait beaucoup de... J'ai beaucoup de papiers en haut, ça fait beaucoup de polémiques à l'époque au quartier latin, où on a publié des tracts sur moi en disant Lamine Diabaté théorise sa carence, il a trahi, il a acheté par les dirigeants du RDA, comment se fait-il que maintenant il nous abandonne, il s'en va au RDA. Bon, mais je n'étais pas seul, il y avait Diop Chakanta qui était notre chef d'État et lui il était RDA. Donc on était groupés avec les Yassé Ignace et les Bruno Claver, tous au sein des étudiants du RDA. Et moi j'étais au comité de rédaction du journal avec Birahim Ouattara. Et à l'époque, on prenait des risques, puisqu'on se faisait arrêter quand même. C'était pas cadeau. On ne se rendait pas compte. Tellement on était passionnés et on était sûr que demain, c'était la libération de l'Afrique.